Lorsque je décidai enfin de quitter la civilisation et ses fausses valeurs et de me retirer dans une île du Pacifique, sur un récif de corail, au bord d'une lagune bleue, le plus loin possible d'un monde mercantile entièrement tourné vers les biens matériels, je le fis pour des raisons qui ne surprendront que les natures vraiment endurcies. J'avais soif d'innocence. J'éprouvais le besoin de m'évader de cette atmosphère de compétition frénétique et de lutte pour le profit où l'absence de tout scrupule était devenue la règle et où, pour une nature un peu délicate et une âme d'artiste comme la mienne, il devenait de plus en plus difficile de se procurer ces quelques facilités matérielles indispensables à la paix de l'esprit. Oui, c'est sur ce désintéressement que j'avais besoin. Tous ceux qui me connaissent savent le prix que j'attache à cette qualité. La première est peut-être même la seule que j'exige de mes amis. Je rêvais de me sentir entouré, d'être simple et serviable, au cœur entièrement incapable de calculs sordides, auquel je pourrais tout demander, leur accordant mon amitié en échange, sans craindre que quelque mesquine considération d'intérêt ne vînt ternir nos rapports. Je liquidai donc les quelques affaires personnelles dont je m'occupais et arrivai à Tahiti au début de l'été. Je fus déçu par Papette. La ville est charmante, mais la civilisation y montre partout le bout de l'oreille. Tout y a un prix, un salaire. Un domestique y est un salarié, et non un ami, et s'attend à être payé au bout du mois. L'expression « gagner sa vie » y revient avec une insistance pénible. Et ainsi que je l'ai dit, l'argent était une des choses que j'étais décidé à fuir, le plus loin possible. Je résolus donc d'aller vivre dans une petite île perdue des Marquises, Taratora, que je choisis au hasard sur la carte et où le bateau du comptoir Perlier d'Océanie jetait l'ancre 3 fois par an. Dès que je pris pied sur l'île, je sentis que mes rêves étaient sur le point de se réaliser. Toute la beauté, 1000 fois décrite, mais toujours bouleversante, lorsqu'on la voit enfin de ses propres yeux, du paysage polynésien s'offrit à moi au premier pas que je fis sur la plage. La chute vertigineuse des palmiers de la montagne à la mer, la paix indolente d'une lagune que les récifs entouraient de leur protection, le petit village aux paillotes dont la légèreté même semblait indiquer une absence de tout souci, et d'où courait déjà vers moi, les bras ouverts, une population dont, je le sentis immédiatement, on pouvait tout obtenir par la gentillesse et l'amitié. Car, comme toujours, avec moi, c'est surtout à la qualité des êtres humains que je fus le plus sensible. Je trouvais là, sur pied, une population de quelques centaines de têtes qu'aucune des considérations de notre capitalisme mesquin ne paraissait avoir touché et qui était à ce point indifférente au lucre que je pus m'installer dans la meilleure paillote du village et m'entourer de toutes les nécessités immédiates de l'existence. Avoir mon pêcheur, mon jardinier, mon cuisinier, tout cela sans bourse déliée, sur la base de l'amitié et de la fraternité la plus simple et la plus touchante et dans le respect mutuel. Je devais cela à la pureté d'âme des habitants, à leur merveilleuse candeur, mais aussi à la bienveillance particulière à mon égard de Taratonga. Taratonga, fille d'un chef très prestigieux de l'île, devient peu à peu l'ami du voyageur. Grâce à elle, celui-ci semble enfin trouver ce qu'il cherchait depuis si longtemps, une relation solide et simple, très loin de tous les intérêts matériels et de l'argent qui semble gâcher les relations humaines. Mais bientôt tout va basculer. Taratonga offre à son ami un gâteau enveloppé dans une toile peinte. Bouleversé, le voyageur reconnaît une œuvre du grand peintre Gauguin. Il n'en revient pas, d'autant que tous les jours c'est le même enchantement. Un autre gâteau, une autre toile de Gauguin. Est-ce qu'il doit dire à son ami la valeur inestimable de ces toiles, ou bien se taire? La question torture notre voyageur qui sent remonter en lui, malgré lui, son intérêt pour l'argent. Et puis un jour, les gâteaux arrivent, mais sans la toile magique qui les entoure. Que penser alors?
N'en pouvant plus, le voyageur se rend chez son amie et l'interroge. Est-elle amusée? Indifférente? Comment savoir ce qu'elle pense vraiment? Taratonga le conduit dans une pièce où traînent dans la terre des dizaines de toiles du grand peintre Gauguin. Elles étaient toutes peintes sur des sacs et avaient beaucoup souffert, mais il y en avait plusieurs qui étaient encore en assez bon état. J'étais pâle et tenais à peine sur mes jambes. Mon Dieu, pensais-je encore. Quelle perte irréparable pour l'humanité si je n'étais pas passé par là. Cela devait aller chercher dans les 30 millions. Tu peux les prendre si tu veux. Dit Taratonga. Un combat terrible se livra alors dans mon âme. Je connaissais le désintéressement de ces êtres merveilleux et ne voulais pas introduire dans l'île, dans l'esprit de ses habitants, ces notions mercantiles de prix et de valeur qui ont déjà sonné le glas de tant de paradis terrestres. Mais tous les préjugés de notre civilisation, que je tenais malgré tout, bien ancrés en moi, m'empêchaient d'accepter un tel cadeau sans rien offrir en échange. D'un geste, j'arrachai de mon poignet la superbe montre en or que je possédais et la tendis à Taratonga. Laisse-moi t'offrir à mon tour un cadeau. La priai-je. Nous n'avons pas besoin de ça ici pour savoir l'heure. Nous n'avons qu'à regarder le soleil. Je pris alors une décision pénible. Taratonga, je suis malheureusement obligé de rentrer en France. Des raisons humanitaires me l'ordonnent. Justement, le bateau arrive dans 8 jours et je vais vous quitter. J'accepte ton cadeau, mais à condition que tu me permettes de faire quelque chose pour toi et les tiens. J'ai un peu d'argent, oh très peu. Permets-moi de te le laisser. Vous avez tout de même besoin d'outils et de médicaments. Comme tu voudras, dit-elle avec indifférence. Je remis 700 000 francs à mon ami. Puis je saisis l'étoile et courus vers ma paillote. Je passais une semaine d'inquiétude en attendant le bateau. Je ne savais pas ce que je craignais au juste, mais j'avais hâte de partir de là. Ce qui caractérise certaines natures artistiques, c'est que la contemplation égoïste de la beauté ne leur suffit pas. Elles éprouvent au plus haut point le besoin de partager cette joie avec leurs semblables. j'étais pressée de rentrer en France, d'aller chez les marchands de tableaux, leur offrir mes trésors. Il y en avait pour une centaine de millions. La seule chose qui méritait, c'était que l'État allait sûrement prélever 30 à 40% du prix obtenu. Car tel est l'envahissement par notre civilisation, du domaine le plus privé du monde, celui de la beauté. À Tahiti, je dus attendre 15 jours un bateau pour la France. Je parlais aussi peu que possible de mon atoll et de Taratonga. Je ne voulais pas que l'ombre de quelques mains commerçantes vint se jeter sur mon paradis. Mais le propriétaire de l'hôtel où j'étais descendu connaissait bien l'île et Taratonga. C'est une fille assez sensationnelle, me dit-il un soir. Je gardais le silence, je trouvais le mot fille appliqué à un des êtres les plus nobles que je connaisse, parfaitement outrageant. Elle vous a naturellement fait voir ses peintures? Demanda mon hôte. Je me redressai. Pardon? Elle fait de la peinture assez bien, ma parole. Elle a passé 3 ans aux arts décoratifs à Paris, il y a une vingtaine d'années. Et lorsque les cours du Copra sont devenus ce que vous savez, avec les synthétiques, elle est revenue dans l'île. Elle fait des espèces d'imitations de Gauguin assez étonnantes. Elle a un contrat régulier avec l'Australie. Il lui paie ses toiles 20 000 francs la pièce. Elle vit de ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Ça ne va pas? Ce n'est rien. Bafouillai-je. Je ne sais pas où je trouvais la force de me lever, de monter dans ma chambre et de me jeter sur le lit. Je demeurai là, prostré, saisi par un profond et invincible dégoût. Une fois de plus,
Le monde m'avait trahi. Dans les grandes capitales, comme dans le plus petit atoll du Pacifique, les calculs les plus sordides avilissent les âmes humaines. Il ne me restait vraiment qu'à me retirer dans une île déserte et à vivre seul avec moi-même, si je voulais satisfaire mon lancinant besoin de pureté.